Donc, le chevauchement et le charriage, on a dit que ce sont des accidents tectoniques. Quand on dit un accident tectonique, donc ça veut dire lorsque deux terrains sont séparés par une surface et que la superposition des deux terrains, elle est anormale. Qu'est-ce que ça veut dire anormal? Donc, ça veut dire que le terrain le plus ancien, il est en haut et le terrain le plus récent, il est en bas. Donc, ça veut dire que ces deux terrains, ils sont en superposition stratigraphique anormale. Donc, c'est pour cela on appelle que il s'agit d'un accident tectonique. Donc, ça veut dire que c'est l'accident tectonique qui a mis une superposition anormale entre deux terrains. Donc, ça veut dire le terrain le plus ancien, il est en haut et le terrain le plus récent, il est en bas. Normalement, comme je vous dis tout à l'heure, la superposition stratigraphique anormale donc, implique les terrains les plus anciens, ils sont en bas et les terrains les plus récents, ils sont en haut. Donc voilà, donc c'est pour cela qu'on a dit défini donc le chevauchement et le charriage comme lorsque deux ensembles géologiques ou bien deux terrains géologiques d'âge très différents sont anormalement mis en contact par une faille à faible pondage. Donc, ça veut dire que la surface qui sépare ces deux terrains, donc c'est une faille à faible pondage. Donc, ça c'est pour la définition. Donc, ça veut dire que pour le chevauchement et le charriage, donc ça veut dire que c'est une superposition anormale entre deux terrains. Donc, ça veut dire le terrain le plus ancien, il est en haut, et le terrain le plus récent, il est en bas. Donc, ça veut dire que c'est le terrain le plus ancien qui recouvre donc le terrain le plus récent. Donc, en fonction, maintenant, donc, on va distinguer entre le chevauchement et le charriage. En fonction de la quantité de déplacement le long de ces failles, donc ça veut dire le rogis. Donc, le rogis, parce qu'on a défini le rogis, c'est l'ampleur de déplacement ou bien la quantité de déplacement. Donc, on peut distinguer. Donc, ça veut dire on distingue entre le chevauchement et le charriage, donc en fonction des rogers, et on va regarder donc un autre paramètre par la suite. Donc, maintenant, donc, en fonction des rogers. Donc, on distingue entre un chevauchement et un charriage. Un chevauchement de faible amplitude, donc ça veut dire que le roger il est faible, cas des failles inverses et des plis failles. Donc, pourquoi j'ai dit donc cas des failles inverses et cas des plis failles? Parce que donc, si vous vous souvenez, donc la dernière fois, on a défini donc une faille inverse comme un chevauchement. Et on a dit que le pondage typique d'une faille inverse, il est de 30 degrés. Et on a dit que lorsque le pondage il est inférieur à 30 degrés, donc ça veut dire que le pondage il est faible. Donc ça veut dire que pour un chevauchement, donc le rejet ou bien la quantité de déplacement est faible. Donc ça veut dire l'exemple, donc c'est les cas des failles inverses et des plis failles. Donc on va regarder par la suite. Donc ça veut dire concernant une partie des mécanismes de formation d'un chevauchement et des nappes de charriage ou bien d'un charriage. Donc, on passe par une faille inverse. Et au fur et à mesure que le raccourcissement augmente, donc si le raccourcissement augmente, automatiquement le rejet augmente. Donc ça veut dire qu'on passe d'une faille inverse à une structure qui s'appelle pli-faille. Donc toujours le raccourcissement augmente, automatiquement il y a une relation proportionnelle entre le raccourcissement et le rejet. Donc ça veut dire l'ampleur du déplacement. Lorsque le raccourcissement augmente, le rejet augmente. Donc on passe d'une faille inverse à une structure pli-faille et ensuite à un chevauchement. Et par la suite, quand le raccourcissement devient très très important, donc ça veut dire que l'ampleur de déplacement ou bien le rejet devient aussi très important, ou bien plus grand, donc dans ce cas-là, on parle donc sur un charriage. Donc c'est pour cela, lorsque le rejet, donc il est faible, donc on parle donc sur un chevauchement. Et lorsque le rejet
donc un chevauchement de grande amplitude, donc on parle donc sur charriage. Donc voilà, donc on peut dire que lorsque le raccourcissement augmente, on passe d'une structure d'une faille inverse. Au fur et à mesure que le raccourcissement augmente, on passe à une structure qui s'appelle pli-faille. Et toujours le raccourcissement augmente, donc on passe à un chevauchement. Et lorsque le raccourcissement devient très important, donc ça veut dire que l'amplitude aussi de déplacement devient très importante, donc on parle donc sur un charriage. Donc maintenant, on distingue entre un chevauchement et un charriage en fonction donc de l'amplitude ou bien de l'ampleur de déplacement, du rejet. Lorsque le rejet il est faible, donc on parle donc sur un chevauchement. Mais lorsque le rejet il est très important, donc on parle donc sur un charriage. Donc voilà, donc on a défini que le chevauchement et le charriage, donc c'est une superposition anormale entre deux terrains. Cette superposition il est séparée par une surface de contact qui est anormale. Donc ça veut dire que le terrain les plus anciens ils sont en haut et le terrain les plus récents ils sont en bas. Et bien sûr, donc cette surface de contact anormale, il s'appelle donc une faille. Et cette faille est là un faible pondage. On distingue entre le chevauchement et le charriage en fonction du rejet. Lorsque le rejet est faible, donc on parle sur un chevauchement. Lorsque le rejet est très important, on parle donc sur un charriage. Alors, dans les deux cas, donc ça veut dire dans le cas du chevauchement et du charriage, on distingue entre deux, parce on a dit qu'il y a une superposition entre deux terrains. Donc ça veut dire, donc les deux terrains, on distingue entre un autochtone, donc ça veut dire c'est le terrain qui est en place, le terrain qui ne bouge pas. Donc il est sur sa place. Donc ça veut dire un terrain qui ne bouge pas. Et on parle aussi donc sur le terrain l'alloctone, au terrain charrié. Donc ça veut dire c'est le terrain qui se déplace. Et bien sûr, donc ils sont séparés par une surface de contact ou un plan anormal, donc de faible pondage. Donc ça veut dire, autrement dit, dans le chevauchement et le charriage, donc il y a deux terrains. Il y a un terrain qui est en place, qui ne bouge pas, donc qui s'appelle autochtone, et il y a un terrain qui se déplace, donc le terrain qui vient recouvrir le terrain qui est en place. Et donc ce terrain, il s'appelle l'alloctone, ou bien le terrain charrié. Donc ça veut dire, en fonction de la première définition, donc ça veut dire que le terrain qui est autochtone, qui est en place, qui ne bouge pas, donc c'est le terrain le plus récent. Et le terrain qui bouge et qui se déplace et vient recouvrir le terrain qui est en place, qui s'appelle l'alloctone, donc c'est le terrain le plus ancien. Donc ça veut dire que le terrain le plus ancien se déracine de sa racine, il se déplace, donc il couvre donc certains kilomètres, il vient recouvrir un terrain qui est à sa place, tranquille, il vient le recouvrir, et donc ces deux terrains, donc ils sont séparés par une surface anormale, donc qui s'appelle soit un chevauchement ou bien un charriage, en fonction de l'ampleur de déplacement entre ces deux terrains. Donc ça veut dire que dans les deux cas, on distingue entre toujours le terrain qui est en place, qui ne bouge pas, c'est le terrain autochtone, et le terrain qui se déplace, ou bien le terrain charrié, donc il s'appelle donc le terrain alloctone. Donc toujours concernant donc la définition donc d'un chevauchement et d'un charriage, donc dans un chevauchement, l'ensemble chevauchant est situé au-dessus des contacts. Donc ça veut dire situé au-dessus donc des contacts qui est donc la faille. Et la faille, donc on a dit que dans le cas d'un chevauchement, dans le cas où le rejet il est faible, donc ça veut dire un chevauchement, et dans le cas où le rejet il est important, donc
la surface des contacts, il s'appelle donc un charriage. Alors que l'ensemble chevauché est situé au-dessous des contacts. Donc ça veut dire qu'il y a un compartiment fort de la faille ou un compartiment تحت de la faille. Donc toujours le compartiment qui est le fort, donc ça veut dire au-dessus, donc ça veut dire c'est le terrain chevauchant. Donc ça veut dire c'est le terrain alloctone, donc le terrain qui bouge. Donc c'est le terrain, donc on a dit qu'on appelle un terrain alloctone, un terrain charrié et un terrain chevauchant. Par contre, le terrain qui est situé donc au-dessous des contacts, يعني تحت من la faille, donc c'est un terrain chevauché. Donc ça veut dire c'est le terrain autochtone qui est en place, qui ne bouge pas. Et donc comme vous voyez donc sur le schéma, donc on voit que le terrain chevauchant, ou bien charrié, ou bien alloctone, donc il est déraciné donc de sa racine et il est déplacé et il est venu recouvrir le terrain qui est en place. Donc ça veut dire que c'est le terrain chevauché ou bien le terrain alloctone, autochtone plutôt. Donc voilà, donc là c'est la situation donc comme une faille normale et une faille inverse, donc le toit et le mur. Donc là c'est en fonction donc des terrains alloctones et terrains autochtones. Donc on a dit que le terrain autochtone ou bien le terrain chevauché et on a le terrain autochtone. Le terrain autochtone, on a dit que c'est le terrain qui ne bouge pas et qui est en place, et le terrain qui se déplace, donc il s'appelle soit un terrain alloctone, ou bien un terrain charrié, ou bien un terrain chevauchant. Et donc c'est le terrain qui est le plus ancien. Donc ça veut dire, donc sur le schéma, on voit qu'il y a donc une superposition anormale entre les deux terrains. Donc ça veut dire le terrain qui est en haut, ou bien le terrain chevauchant charrié alloctone, et il est ancien que le terrain qui est en bas, donc ça veut dire le terrain autochtone chevauché. Ensuite, donc toujours concernant donc les définitions, les chevauchements sont des accidents tectoniques. Donc on a dit pourquoi on a appelé donc les chevauchements et le charriage des accidents tectoniques parce qu'il y a une superposition anormale donc, entre deux terrains. Donc, ce sont des accidents tectoniques à la faveur desquels se réalise la superposition anormale d'unités géologiques. Donc, ça veut dire une superposition anormale entre deux terrains géologiques. Le terrain le plus ancien, il est en haut, et le terrain le plus récent, il est en bas. Donc, c'est pour cela qu'on a appelé que cette superposition, donc un accident tectonique. Et bien sûr, la surface qui sépare ces deux terrains, donc il s'appelle soit un chevauchement ou bien un charriage en fonction des rejets, ou bien l'ampleur du déplacement, ou bien la quantité du déplacement. Le pondage de ces accidents est en général moyen à faible. Ça veut dire moyen à faible. Moyen, donc c'est de 45 à faible. Et la continuité supérieure, dite chevauchante, donc voilà, c'est l'unité supérieure, donc ça veut dire c'est l'unité qui est en haut, donc ça veut dire c'est le terrain alloctone, ou bien le terrain charrié, ou bien le terrain chevauchant, ou bien l'unité chevauchante. Est préservée et la zone d'enracinement est toujours visible. Donc, ça veut dire c'est la zone d'enracinement, donc ça veut dire c'est la zone d'origine donc des terrains. Et le recouvrement ne dépassant pas quelques kilomètres. Donc là, on a parlé aussi donc sur l'ampleur de déplacement, le rejet. Donc, ça veut dire le rejet, il est d'ordre de quelques kilomètres dans le cas des chevauchements. Donc ça veut dire que le rejet, il est d'ordre de quelques kilomètres.
Et lorsque le contact anormal qui sépare les deux unités est SIP horizontal, donc ça veut dire SIP horizontal, donc ça veut dire que le pendage, comment il devient le pendage? Dans ce cas-là, le pendage SIP horizontal, donc ça veut dire c'est presque horizontal, donc ça veut dire que le pendage il est faible. Donc ça veut dire que lorsque le pendage est moyen, donc on parle donc sur un chevauchement. Et lorsque le pendage devient faible, donc ça veut dire SIP horizontal, donc ça veut dire il est de l'ordre d'ordre de 10 ou bien 15 degrés, donc dans ce cas-là, on ne va pas parler donc sur un chevauchement, on va parler donc sur un charriage. Donc ça veut dire, dans ce cas-là, donc il y a deux paramètres. Donc on distingue entre le chevauchement et le charriage en fonction de deux critères. Donc le premier critère, donc c'est le rejet. Lorsque le rejet il est d'ordre de quelques kilomètres et le pendage il est moyen, donc on parle donc sur un chevauchement. Mais lorsque le rejet devient très important, donc ça veut dire des cas kilométriques, donc ça veut dire c'est plus de kilomètres, donc ça veut dire c'est centaines de kilomètres, donc on parle donc sur un charriage. Et aussi, donc, le pendage devient SIP horizontal. SIP horizontal, donc ça veut dire que c'est proche ou là presque horizontal. Donc ça veut dire le déplacement, il est presque horizontal. Donc ça veut dire le pendage, il est très 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 faible. Donc ça veut dire voilà, donc il y a deux critères. Donc lorsque le contact anormal qui sépare les deux unités est SIP horizontal, donc là c'est le donc ça veut dire que le pendage devient très faible, et que le recouvrement atteint des valeurs 10 cas kilométriques, donc ça veut dire des valeurs très importantes, donc c'est centaines de kilomètres, on utilise le terme de charriage. Donc ça veut dire qu'on ne parle plus donc sur un chevauchement dans ce cas-là. Et l'unité supérieure chevauchante, ou bien l'unité supérieure charriée, ou bien le terrain allochtone est alors dénommé nappe de charriage. Donc, on peut appeler donc l'unité supérieure, donc ça veut dire le terrain allochtone qui est déplacé, ou bien le terrain charrié, ou bien le terrain chevauchant, on peut l'appeler donc une nappe de charriage. Donc voilà. Donc voilà, donc on peut retenir de cette diapositive que il y a deux critères pour distinguer entre un chevauchement et un charriage. Donc il y a le pendage et il y a le rejet. Pendage moyen, rejet d'ordre de quelques kilomètres, donc on parle donc c'est un chevauchement. Lorsque le rejet devient très important, donc ça veut dire c'est d'ordre 10 cas kilométriques et le pendage devient très faible, donc ça veut dire SIP horizontal, donc proche d'être horizontal, donc on parle donc sur donc un charriage. Et bien sûr, donc l'unité supérieure, donc c'est-à-dire c'est le terrain allochtone qui se déplace, donc on peut l'appeler donc dans ce cas-là une nappe de charriage. Alors, donc là, c'est un exemple. Donc, c'est une photographie donc, de terrain donc, qui montre donc, deux ensembles ou bien deux ensembles donc, de terrain. Un terrain matérialisé par un socle paléozoïque qui est en roue et un terrain qui est matérialisé par des sédiments tertiaires continentaux. Et bien sûr, les deux flèches, donc, il indique la surface de contact entre ces deux terrains. Donc, la première des choses, donc, on voit ou bien on observe que socle paléozoïque, donc ça veut dire paléozoïque, c'est quelque chose qui est plus ancien que le tertiaire. Donc, ça veut dire qu'il y a un terrain qui est plus ancien en haut et un terrain qui est récent en bas. Donc, ça veut dire qu'il y a une superposition
anormal. Donc, ça veut dire là, on peut normalement d'habitude, donc on parle donc sur ce qu'on appelle le socle et la couverture. Donc, toujours le socle, donc il est en bas, donc ça veut dire un terrain qui est ancien. Donc, les terrains des socles donc, sont souvent déformés, métamorphisés, granitisés. Donc, ça veut dire on trouve des plis dans les terrains des socles. On trouve un granit, donc ça veut dire il y a un magmatisme qui est matérialisé par des intrusions granitiques. Et on trouve aussi donc la schistosité. Donc c'est pour cela j'ai dit que les terrains du socle ils sont déformés. Donc ça veut dire c'est les plis qu'on trouve dans les terrains des socles. Granitisés, donc ça veut dire on trouve donc des granites. Donc ça veut dire il y a un pléconisme donc dans les terrains du socle et la schistosité. Donc c'est pour cela j'ai dit que les terrains des socles ils sont métamorphisés. Et bien sûr donc l'âge de ces terrains donc, il est plus ancien que la couverture. La couverture, donc, c'est une couverture qui est constituée par des terrains sédimentaires. Donc, ils sont déformés ou non déformés. Et bien sûr, donc, le socle, il est toujours séparé donc, de la couverture par une discordance. Et donc, le type de la discordance est une discordance donc, angulaire. Et là, on voit que le socle, il est en dessus donc, de la couverture. Donc, ça veut dire que c'est une superposition anormale. Et tant que les flèches, il indiquent donc l'ampleur des déplacements, donc l'ampleur des déplacements, donc il est d'échelle kilométrique, donc il n'y a pas donc l'échelle donc sur la photo, mais on voit que voilà donc il est d'ordre donc de 2 mètres, donc quelques mètres. Donc ça veut dire que le rejet, donc l'ampleur de déplacement, donc il est faible. Donc ça veut dire qu'on parle donc sur un chevauchement. Voilà, donc il est marqué qu'un exemple de chevauchement, le contact anormal des socles paléozoïques de la cordillère des Indes. Donc c'est un exemple donc de la chaîne de la cordillère des Indes, sur les sédiments tertiaires continentaux. Donc le chevauchement est indiqué par les flèches. Donc cette photographie illustre les effets classiques d'un chevauchement, une inversion dans la superposition. Donc ça veut dire la superposition il est anormale initiale des terrains. Ici le socle se retrouve sur sa couverture et les terrains les plus anciens figurent au-dessus du terrain plus récent. Donc voilà, donc c'est une superposition anormale. Donc dans ce cas-là, donc on dit qu'il y a un chevauchement. Alors maintenant, on va parler donc sur le mécanisme de formation. Alors, donc dans ce cas-là, donc les déformations de type faille et pli donc, peuvent s'associer dans les chaînes de montagne. Donc, comment? Donc, des roches précédemment plissées en profondeur, parce qu'on a dit que la déformation plastique qui donne des plis donc, se déroule en profondeur, sont remontées par des phénomènes tectoniques complexes, donc rééquilibrage isostatique lié à l'érosion. Donc, ça veut dire que les terrains plissés se retrouvent donc, en surface. Donc, ça veut dire dans le niveau structural supérieur. Dans ce cas-là, ils vont affectés par la déformation cassante et ils vont donner donc une structure qui s'appelle pli-faille. Donc ces roches plissées peuvent alors être faillées. Donc on parle donc d'une structure pli-faille. Ensuite, l'étape suivante. Donc l'étape suivante est la création d'un chevauchement. Donc on a passé donc d'une comme je dis donc tout à l'heure donc pli. Ensuite, pli, faille, et ensuite, on va obtenir donc un chevauchement, et ensuite, donc, un charriage. Mais, regardez les deux flèches qui sont bleues, donc ils matérialisent donc le raccourcissement. Donc, ça veut dire que c'est la contrainte compressive sigma 1. Mais,
cette contrainte ou bien ce raccourcissement donc augmente, et au fur et à mesure que le raccourcissement augmente, donc regardez, comparez donc le rejet, donc ça veut dire l'ampleur des déplacements et en fonction le pendage donc de la faille, donc ça veut dire la surface qui sépare les deux blocs. Donc, donc vous observez que au fur et à mesure que la quantité donc de raccourcissement augmente, donc on passe d'une faille inverse. Ensuite, on a dit qu'une faille inverse ou bien une structure pli-faille, et ensuite un chevauchement et à un charriage. Mais toujours le raccourcissement augmente. Donc voilà, donc l'étape suivante est la création d'un chevauchement. La compression ou bien le raccourcissement continuant, le déplacement d'un bloc vers l'autre se fait plus important. Donc ça veut dire que le rejet devient de plus en plus important en fonction de l'augmentation donc des raccourcissements ou bien de la contrainte compressive. La partie inférieure déforme la partie supérieure dans son mouvement, donc nouveau plissement, et la partie supérieure recouvre donc des terrains plus jeunes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que, donc là, il y a trois remarques très intéressantes, donc, à retenir. Donc, on a dit que, donc, on passe toujours, donc, d'une structure, de type pli, donc, que se déroule en profondeur. Ensuite, les roches remontent en surface par l'érosion. Ils se trouvent dans le niveau structural supérieur, donc automatiquement ils vont affecter par une déformation plastique. Ils vont donner donc une structure pli-faille, et ensuite, au fur et à mesure que la contrainte compressive ou bien le chevauchement ou bien le raccourcissement plutôt augmente, donc l'ampleur augmente, l'ampleur de déplacement via le rejet augmente, devient très important, et en même temps, le pendage de la faille donc diminue. Et on passe d'une structure pli-faille à un chevauchement, et encore, donc le raccourcissement via la contrainte compressive continue à augmenter, donc on obtient le rejet ou bien l'ampleur du déplacement devient très important, et aussi donc le pendage il devient donc si horizontal donc de la faille, et dans ce cas-là donc on parle donc sur un charriage. Donc ça veut dire là, donc on parle donc sur en fonction donc du degré de raccourcissement ou bien de l'intensité de la contrainte compressive, et on parle aussi donc sur le rejet, donc ça veut dire l'ampleur des déplacements qui est lié ou bien qui est proportionnel donc au raccourcissement, et on parle aussi donc sur, regardez par exemple le terrain alloctone, donc ça veut dire l'unité supérieure ou bien l'unité chevauchante ou bien charriée ou bien le terrain alloctone. Donc toujours, donc surtout dans le cas d'un chevauchement et d'un charriage, donc on voit que l'extrémité donc des l'unité alloctone, donc il est plissé. Donc c'est pour cela on a dit que la partie inférieure déforme la partie supérieure, parce que la partie inférieure il est en place et la partie supérieure qui vient se déplacer. Et ensuite, un certain coup, donc la partie inférieure, donc ça veut dire le terrain qui est en place, le terrain autochtone, et le bloc le terrain alloctone qui se déplace, et ce qui donne donc un plissement à l'extrémité de l'unité supérieure. Donc ça veut dire l'unité alloctone ou bien l'unité chevauchante ou bien charriée. Donc ça c'est un caractéristique aussi. Donc par exemple sur le terrain, quand vous observez par exemple deux terrains qui sont en chevauchement ou bien une nappe de charriage, vous observez que l'unité supérieure, donc ça veut dire l'unité chevauchante, donc il est déformé, donc ça veut dire plissé donc à son extrémité. Donc ça c'est
critère aussi qu'on observe donc sur le terrain. Donc on voit très bien que l'extrémité, il est lisse, donc dans le cas d'un chevauchement et le cas d'un charriage. Et on voit très bien que l'ampleur de déplacement dans le cas d'un charriage est très important par rapport au cas d'un chevauchement. Donc voilà, donc c'est ça. Comment se forme donc un chevauchement et un charriage ou bien une nappe de charriage. Alors maintenant, donc concernant donc la mise en place des nappes de charriage, donc ça veut dire mécanisme de formation. Donc là, on va parler donc il y a donc deux paramètres. Donc deux paramètres. Donc premier paramètre donc c'est la gravité. Donc quand je dis la gravité, donc ça veut dire c'est le poids des sédiments, donc des roches, le poids des roches. Et bien sûr une pente qui est forte, donc il faut une pente forte, et bien sûr, donc un terrain qui est plastique. Pourquoi un terrain plastique? Parce qu'un terrain plastique qui se déforme donc facilement. Donc la mise en place des nappes de charriage est généralement liée à un phénomène gravitaire, donc ça veut dire c'est l'effet des poids des sédiments, donc ça veut dire c'est l'effet de la pression électrostatique, ou bien autrement dit, c'est l'effet des poids des sédiments sous-jacents. Au moment de leur formation, donc les chaînes de montagnes sont des zones de relief importantes et des glissements par gravité peuvent se produire. Donc ça veut dire que parce qu'on va nécessiter donc une pente forte, donc bien sûr donc une pente forte donc se trouve dans une chaîne de montagne parce que les chaînes de montagne sont représentées par des reliefs qui sont très importants, bien sûr. Donc ces reliefs ils sont dits donc à un fort raccourcissement. Donc c'est pour cela on a dit qu'une chaîne de montagne se forme par un régime compressif. Donc il suffit pour cela qu'on ait à la fois une pente assez forte et un matériel assez plastique, donc ça veut dire des roches incompétentes, et ces conditions sont souvent réalisées, et bien sûr, les nappes vont se déplacer vers la périphérie de la chaîne. Donc ça veut dire que dans une chaîne de montagne, donc toujours les terrains qui sont à l'intérieur de la chaîne, donc ce sont des terrains qui sont plus anciens. Et bien sûr, donc les terrains qui se trouvent à leur extrémité ou bien sur les bordures donc d'une chaîne, donc ce sont les terrains les plus récents. Et donc, tant que dans une chaîne de montagne, il y a les terrains plastiques et il y a donc une pente donc assez forte, donc par l'effet des poids des sédiments, donc les terrains les plus anciens qui se trouvent à l'intérieur de la chaîne, donc se déracinent et se déplacent et vient recouvrir donc les terrains qui se trouvent à l'extrémité de la chaîne qui sont plus anciens. Et on va obtenir donc une superposition anormale. Donc ça veut dire les terrains les plus anciens qui étaient à l'intérieur donc sont déracinés et vient recouvrir des terrains qui se trouvent à l'extrémité de la chaîne qui sont très anciens ou bien à la périphérie donc, de la chaîne. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, donc, on a besoin d'une pente forte et d'un matériel plastique. Et donc, ce sont bien sûr donc, les conditions qui sont souvent réalisées dans les chaînes de montagne. Et bien sûr, donc, on aura la formation donc, des nappes de charriage. Donc, est-ce que vous êtes encore là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Monsieur. Non, pour, j'essaie parce que j'ai peur que ça va se couper. Alors, maintenant, donc, on a parlé donc sur une nappe de charriage et on a dit qu'une nappe de charriage, donc, c'est une superposition anormale en qui sont séparés par une surface anormale. Donc, une nappe de charriage se caractérise par une surface de contact anormale de faible pondage, donc ça veut dire cipe horizontale, et que le rejet il est
très important, donc d'échelle 10 cas kilométriques. Maintenant, on va parler donc sur les trois familles de nappes. Donc, ça veut dire en général, donc on trouve donc cette nappe de charriage, il est constitué par trois familles. Donc on distingue trois grands types de nappes dans les chaînes de montagne. Donc ça c'est en général. Donc soit une nappe de charriage qui s'appelle une nappe de couverture, ou bien une nappe de socle, ou bien une nappe ophiolitique. Donc on va expliquer donc chaque type de nappe. Donc c'est les trois cas qu'on trouve donc en général dans les chaînes, au niveau donc des chaînes de montagne. Alors, donc on commence par les nappes de couverture. Donc on a dit que toujours donc dans les nappes de couverture, donc on trouve des terrains sédimentaires, donc qui sont déformés ou bien non déformés. Alors, donc les nappes de couverture, elles sont formées uniquement de matériel sédimentaire. Donc ça veut dire on trouve que des roches sédimentaires désolidarisées donc de son substratum original. Donc cette nappe de couverture, donc c'est le terrain alloctone. Donc ça veut dire c'est le terrain qui se déracine et qui vient recouvrir le terrain autochtone. Donc ça veut dire que le terrain qui se déracine, donc ça veut dire le terrain alloctone qui se déplace. Donc il y a trois familles. Donc soit ce terrain il est constitué uniquement des roches sédimentaires. Dans ce cas-là, on parle donc sur une nappe de couverture. Donc la nappe de charriage s'appelle une nappe de couverture. Ou bien, deuxième cas, par exemple, il est formé par des terrains métamorphiques climatiques. Donc c'est le socle, comme je dis tout à l'heure. On a dit que le socle il est déformé, granitisé et métamorphisé. Donc ça veut dire qu'il est constitué par des roches magmatiques et des roches métamorphiques. Ou bien, on trouve donc des ophiolites. Donc on dit que c'est une nappe ophiolitique. Donc voilà, donc je reviens donc à le premier type donc des nappes qui sont les nappes de couverture. Donc on a dit qu'ils sont formés uniquement de matériel sédimentaire. Donc ça veut dire qu'ils sont constitués seulement par des roches sédimentaires. Les roches peuvent avoir subi un métamorphisme ou plus ou moins important et peuvent présenter donc une schistosité. Bien sûr, donc tant qu'on trouve que dans les nappes de couverture donc des roches sédimentaires, vous savez que les roches sédimentaires, donc l'effet des changements des conditions de pression et de température et les fluides, donc la roche peut subir des transformations à l'état solide et une roche sédimentaire peut se transformer en une roche métamorphique. Donc, c'est la même chose pour une roche magmatique. Une roche magmatique aussi, donc, peut se transformer en roche métamorphique et même une roche métamorphique peut se transformer en une autre roche métamorphique. Donc, voilà. Donc, dans ce cas, ce type de nappe, donc, on peut avoir des roches sédimentaires. Et donc, ces roches sédimentaires peuvent se transformer en roches métamorphiques. Donc, ça veut dire subir un métamorphisme plus ou moins important. Donc, ça veut dire un métamorphisme de degrés différents. Donc, vous savez que le métamorphisme, il a 3 degrés. Donc, ça veut dire soit un métamorphisme donc de faible degré, donc ça veut dire un métamorphisme donc épizonal, donc que tout ce que vous avez appris donc en travaux pratiques de S1, ou bien il est de degré moyen, donc ça veut dire on parle donc c'est un métamorphisme donc de degré mésozonal, ou bien un degré fort, on parle donc sur un degré catazonal. Donc c'est ça donc qui implique plus ou moins important. Donc ça veut dire de degrés différents. Et bien sûr, donc métamorphisme automatiquement donne une structure donc de schistosité ou bien foliation. Parce que les deux structures, la schistosité et la foliation, ce sont un critère clé qui caractérise les roches métamorphiques par rapport aux roches sédimentaires et les roches magmatiques. Donc, on trouve la schistosité et la foliation seulement dans une roche métamorphique. Donc, on trouve jamais une schistosité ou bien une foliation dans une roche sédimentaire ou bien une roche magmatique.
Donc ça, c'est le premier type concernant les nappes de couverture. Maintenant, les nappes de socle. Donc, ils sont formés de matériel continental. Donc, ça veut dire un matériel continental. Donc, ça veut dire un matériel donc, qui vient de la croûte continentale. Donc, parce qu'on distingue, il y a des roches qui sont d'origine de la croûte et il y a des roches qui sont d'origine donc de la croûte continentale et il y a aussi donc la croûte océanique. Mais on trouve seulement des roches qui viennent donc de la croûte continentale, donc métamorphique et unie. Donc ça veut dire métamorphique, donc c'est micaschiste ou bien gneiss, et uni, donc c'est granit. Et granit, donc c'est une roche plutonique. Donc, c'est le contraire. Donc, par exemple, dans les nappes de socle, on ne trouve pas le basalte, parce que le basalte, donc, c'est une roche qui vient de la croûte océanique. Donc, on trouve les roches énies, mais plus précisément les roches plutoniques, donc comme un granit. Et peuvent recouvrir donc d'autres unités de socle, ou bien des unités sédimentaires. Donc, ça veut dire que les nappes de socle, donc, on voit donc, les nappes de socle, donc c'est la nappe de charriage, donc ça veut dire c'est l'unité supérieure, donc c'est l'unité ou bien le terrain alloctone, donc il recouvre donc soit un autre terrain donc de socle aussi, donc ça veut dire on trouve une superposition normale entre deux terrains de socle, mais par exemple, des terrains des socles, si on prend par exemple le socle, les âges du socle, par exemple paléozoïque, cambrien avec le carbonifère. Donc le cambrien, donc c'est plus ancien que le carbonifère. Mais par exemple, une nappe de socle des cambriens, donc qui se déplace, donc c'est le terrain alloctone, qui se déplace et vient recouvrir, par exemple, un autre terrain de socle, mais il est de carbonifère. Donc, ça, c'est une superposition anormale, même si donc les deux âges, donc c'est des paléozoïques. Mais le cambrien, donc il est plus ancien que le carbonifère. Soit, cette nappe de socle, il recouvre donc un terrain sédimentaire, donc ça veut dire une couverture. Donc, comme l'exemple qu'on a vu donc, sur la photographie. Donc, des terrains, des socles qui recouvrent donc, des terrains, par exemple, le sédiment tertiaire donc, de la couverture. Le troisième type donc, des nappes, ce sont les nappes ophiolitiques. Les nappes ophiolitiques, donc ils sont formés de lithosphère océanique. Donc là, donc, je parle donc, sur lithosphère océanique. Donc ça veut dire là, lithosphère océanique, donc ça veut dire croûte et manteau. Et de sédiments océaniques associés. Donc leur présence dans les chaînes matérialise la suture d'un ancien domaine océanique. Donc, une information clé donc, des ophiolites. Donc, on trouve donc des ophiolites dans une chaîne de montagne. Donc, l'information qui donne donc, ces ophiolites, c'est que ces ophiolites donc, indiquent la suture d'un ancien domaine océanique. Donc, ça veut dire qu'il y avait donc, un océan à un certain temps, mais l'océan, donc ça y est, donc, il n'existe plus, mais il reste donc des empreintes ou bien des vestiges ou bien des indices qui indiquent qu'il y avait un certain temps, par exemple, un océan dans cette région. Et bien sûr, donc, comme vous savez, donc, la disparition d'un océan donc, se réalise donc, par une collision. Donc, une collision entre deux continents aboutit donc à la disparition donc, d'un océan. Et bien sûr, donc, avant que la collision, donc, il faut donc une subduction. Donc, ça veut dire qu'une contrainte océanique donc, enfonce en dessous d'une contrainte continentale, et ensuite, donc, il y a donc une collision entre deux continents donc continentaux, et
cette collision donc conduit à la disparition donc d'un océan. Donc ça veut dire, donc voilà, donc c'est ça. Le troisième type de nappe, donc ça veut dire que la nappe, elle est constituée par des ophiolites, et donc ces ophiolites donc indiquent un ancien domaine océanique. Donc voilà, donc c'est ça les trois types, et donc chaque type, donc il est formé par certains types de roches spécifiques qu'on trouve donc en général dans les chaînes de montagne. Donc soit une nappe de couverture, ou bien une nappe de socle, ou bien une nappe ophiolitique. Donc nous, donc sur le terrain, donc quand on est sur le terrain, donc on peut trouver que ces trois types de types. Donc soit la nappe de charriage est constituée par des terrains sédimentaires, donc ça veut dire que c'est une nappe ophiolitique, une nappe de couverture, soit il est constitué par exemple par des roches métamorphiques et des roches magmatiques plétoniques. Donc dans ce cas-là, on dit que la nappe est une nappe de socle, ou soit la nappe elle est constituée par des roches de type ophiolite, et dans ce cas-là, on dit que la nappe est une nappe ophiolitique. Donc voilà, donc c'est les trois types des nappes qu'on trouve. Alors maintenant, on va parler donc sur les éléments caractéristiques des nappes. Donc les éléments géométriques caractéristiques donc des nappes de charriage. Donc voilà, donc je reprends encore une fois donc la définition d'une nappe. Une nappe est un ensemble de terrains allochtones. Donc, voilà, parce qu'on a dit que la nappe, donc c'est le terrain allochtone, ou bien l'unité chauffourchante, ou bien l'unité charriée, donc qui s'appelle nappe de charriage. Donc c'est pour cela qu'on a dit une nappe est un ensemble de terrains allochtones déraciné, donc ça veut dire déraciné de sa racine, et qui repose selon un contact anormal sur un substratum autochtone. L'érosion a souvent disséqué l'ensemble en place. Donc l'ensemble en place, donc ça veut dire c'est l'ensemble qui est en place, donc ça veut dire c'est le terrain autochtone plutôt. Et l'allochtone pour donner donc une série de formes morphologiques caractéristiques des pays de nappe. Donc parmi ces formes morphologiques ou bien les éléments géométriques donc des nappes de charriage, il y a ce qu'on appelle fenêtre et il y a clip. Et bien sûr, donc on va regarder aussi donc demi-fenêtre ou bien ce qu'on appelle golfe tectonique. Alors les clips. Donc sur le schéma, donc il y a un schéma, il y a une coupe géologique. Donc sur le schéma, donc il y a le terrain allochtone, donc le terrain qui est coloré donc en marron, donc c'est un terrain allochtone, donc ça veut dire que c'est le terrain le plus ancien qui se déracine de sa racine et vient recouvrir le terrain autochtone, donc c'est le terrain qui est coloré en blanc. Et bien sûr, donc il y a un trait rouge avec des flèches noires, donc ça ce qu'on appelle donc la surface de contact, la surface de contact. Et les flèches, donc ça veut dire la pointe des flèches, donc indique donc le sens de déplacement ou bien la direction de charriage. Donc ça veut dire que la direction de charriage, donc c'est la flèche, il est dirigé vers le terrain allochtone, donc indique que le terrain allochtone, donc le sens de déplacement, donc c'est de la droite vers la gauche. Donc c'est le contraire donc de la pointe de V. Donc la pointe de V ou la carras de V. Donc on appelle ça donc la pointe de V. Donc les flèches kahlines donc se forment de V. وعندهم هذاك الراس ديالهم هو ce qu'on appelle la pointe. Et bien sûr donc il y a le front de la nappe. Donc ça veut dire c'est la partie avancée donc de la nappe. Et bien sûr donc le contact anormal donc qui s'appelle charriage.
Et bien sûr, donc on observe qu'il y a donc deux formes géométriques, donc il y a clip et il y a fenêtre. Alors, donc, les clips aux portions de la nappe de recouvrement isolées par l'érosion. Donc, ça veut dire que l'érosion érode donc une partie des terrains allochtones et bien sûr, donc cette partie se déplace et se trouve dans le terrain autochtone. Mais l'intérieur ou bien les clips sont constitués par matériel donc des terrains allochtones. Donc ils ont la même couleur que la couleur des terrains allochtones, mais ils ont juste arraché donc par l'érosion et ici retrouvés dans les terrains autochtones. Mais ils sont le contenu, donc c'est le contenu donc des terrains allochtones. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les clips. Fenêtre, bien sûr, donc l'érosion, donc il creuse le terrain allochtone, et bien sûr, donc en dessous du terrain allochtone, donc il y a le terrain autochtone. Et bien sûr, lorsque l'érosion creuse le terrain allochtone, bien sûr, donc ce creusement fait apparaître les terrains allochtones qui sont recouverts par le terrain allochtone. Donc voilà, on observe très bien que fenêtre, donc il est constitué par le matériel donc des terrains autochtones. Et parfois, donc on observe que la moitié donc de la forme géométrique, donc on observe que la moitié, je vous montre donc une deuxième diapositive qui montre que la moitié donc de fenêtre, donc il n'y a que la moitié qui apparaissent ou bien qui apparaît, donc on parle donc sur ce qu'on appelle demi-fenêtre ou bien golfe tectonique. Voilà donc les fenêtres qui sont donc des zones où le substratum de la nappe affleure. Donc le substratum de la nappe, c'est le terrain autochtone, parce que le terrain autochtone, c'est le substratum. Donc ça veut dire le terrain qui est en bas. Et il est recouvert par les terrains allochtones qui sont en haut. Mais lorsque l'érosion creuse le terrain qui est en haut, donc ça veut dire l'allochtone, ce creusement fait apparaître donc les terrains qui sont en bas ou bien le substratum ou bien le terrain allochtone. Donc voilà, donc qui sont des zones où le substratum de la nappe affleure et qui sont entourées par l'allochtone, donc de la nappe. Si le substratum n'est qu'en partie entouré par l'allochtone, donc ça veut dire on voit que la moitié donc de fenêtre, donc de la forme géométrique fenêtre, donc on parle donc sur demi-fenêtre ou bien de golfe tectonique. Donc on va regarder donc une autre diapositive où on va observer que la moitié. Donc par exemple, donc sur cette diapositive, donc voilà, on voit du clip. Donc clip, donc il est c'est un terrain allochtone qui est arraché par l'érosion donc de terrain allochtone, il est déplacé, il se retrouve dans le terrain autochtone, et il y a donc fenêtre, donc ça veut dire c'est le schéma qui est en haut, il y a fenêtre, mais les schémas qui sont en bas, donc on voit qu'il n'y a que la moitié de fenêtre. Donc dans ce cas-là, on parle donc sur une demi-fenêtre ou bien golfe tectonique. Voilà. Donc je pense. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc on va s'arrêter là. Donc si vous avez des questions, donc je vous écoute.